Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément. Peut-on devenir addict au sport d'endurance comme certains le sont à la cigarette, à l'alcool ou aux drogues? Où commence l'addiction? Quand les entraînements prennent le pas sur la vie de famille ou le travail, faut-il s'inquiéter? Nous allons répondre à ces questions aujourd'hui. Safe Pace, épisode 1, c'est parti! Cet épisode de Safe Pace est rendu possible grâce à notre partenaire Hoka. La marque conçoit des chaussures et des vêtements pour celles et ceux qui bougent, qui explorent, qui repoussent leurs limites. Hoka, c'est du confort, évidemment, mais c'est aussi de la performance de haut niveau, que ce soit sur route ou en trail. Pour découvrir leurs produits, rendez-vous sur hoka.com. Comme chaque semaine, on retrouve les experts de Safe Pace. Charlotte Morel, salut. Salut Hugo. En forme? En pleine forme. Championne d'Ironman, Fred Belaubre, triple champion d'Europe de triathlon, et Hugo Tormento, double champion du monde de swimrun. Et pour nous éclairer sur le sujet passionnant qu'on va aborder aujourd'hui, deux invités prestigieux. Bonjour Stéphane Cascoa. Bonjour. Vous êtes médecin du sport, vous avez exercé au centre de formation du PSG pendant près de 20 ans et vous avez écrit d'innombrables articles sur la santé des sportifs. On a plein de questions à vous poser. Dorian Louvet, Dodo pour les intimes. On peut t'appeler Dodo, ça ne me dérange pas. Oui, ça me dérange pas. Merci d'être dans Avec Safe plaisir. Pace. Athlète de haut niveau, d'abord spécialiste de la piste, désormais tu performes sur route, notamment sur la distance marathon. Tu as été le meilleur français au marathon de Tokyo cette année, avec un chrono de 2h18 et 56 secondes. Et tu es aussi fondateur de la Running Academy, une structure de coaching qui cartonne. Pour commencer, qui se considère comme addict à son sport ici? Présent. Fred, Hugo, Charlotte lève la main aussi, Dorian. Malgré moi. Malgré toi, tu te considères comme addict? Ouais, quand même. Pourquoi? Addict à la performance, en fait. Ça veut dire que je ressens le besoin d'aller m'entraîner pour performer. Et si je m'entraîne moins, je performe moins. Et vu que je suis accro à la performance, indirectement, je pense que je suis accro dans ce sport. Donc, tu es accro à quoi? Au chrono, au résultat, au classement? Au chrono. Moi, c'est quand même au chrono. Et c'est vrai que c'est ma dopamine. C'est vraiment ce qui va vraiment me pousser. Aujourd'hui, moi, faire un marathon pour le terminer, ça m'excite moyennement. Maintenant, aller au bout de moi-même pour aller chercher une performance et aller vraiment au top de ma performance, c'est vraiment ce que je vais rechercher. Et ça se va chercher dans l'entraînement. Charlotte, tu es enceinte de presque 8 mois. Est-ce que tu te considères toujours comme addict à l'Ironman ou au triathlon en général? J'ai besoin de ma dose de sport chaque jour. Et même sur ma grossesse, finalement, j'ai réussi à continuer le sport. Je pense que je suis un petit peu addict quand même. Fred? Moi, c'est clair. N'importe quel sport, mais une journée sans sport, c'est vrai que c'est compliqué. Le soir, on se sent pas bien. Un peu, Là, je crois que voilà, ça fait 2 pas très semaines que content. tu es un peu obligé de ralentir à cause d'une petite blessure. Grâce au triathlon, j'arrive à nager et à rouler quand même. Ah, mais tu ne peux pas courir, mais tu fais quand même je peux autre pas chose. courir, donc ça va. Je m'en sors quand même bien. Je le vis bien. Hugo, addict? Pas addict? Ah, sur addict. Ouais. Addict. Et d'ailleurs, on en rigole, que ce soit à la maison ou au travail. Ouais. Quand je commence à être un peu casse-pied, courir, ça ira mieux après. Là, on est une grosse journée de tournage aujourd'hui. Et hier soir, tu nous as dit bon, les gars, moi, je vais nager à 6h demain matin. Voilà, on a tous fait des gros yeux, t'es sûr, mais bon, être sûr. t'es allé nager. Docteur, soyons clairs dès le début. L'addiction au sport, ça existe et ça a même un nom. Ça s'appelle la bigorexie. Et alors, la définition, c'est addiction caractérisée par un besoin irrépressible de pratiquer intensivement une activité sportive, malgré le risque de blessure ou d'épuisement, et parfois même aux dépens de sa vie professionnelle et familiale. Alors, bigorexie, c'est un terme qui a une étymologie. Ça vient de big, ça vient de gros, et ça définit initialement l'addiction à la muscu et à sa propre image. On pourrait presque rapprocher de la dysmorphophobie, des gens qui enchaînent la chirurgie plastique, ou même de l'anorexie. Il y en a un qui cherche à être gros et l'autre qui cherche à être tout maigre. Ouais. Donc, l'addiction à l'endurance, moi j'appellerais ça l'addiction. L'addiction, tout court. Ouais, Ok. parce que les mécanismes sont vraiment neurobiologiques Ouais. en termes d'endorphine, d'adrénaline et de dopamine, et on retrouve en fait les récepteurs les mêmes que pour les drogues. On va en parler Bien de sûr. ces hormones. Est-ce que vous voyez beaucoup de cas passer de gens que vous pouvez considérer comme addicts à l'endurance? Mais j'en vois des wagons. Ah bon? C'est mon quotidien. Bah oui, puisque tu l'as dit toi-même, ils finissent par se blesser. Ouais. Donc à un moment, dans l'entonnoir, ils sont en face de moi dans le bureau. Et puis, je vois des gens qui sont à la fois addicts au taf et au sport. C'est les mêmes. Ah ouais. C'est les mêmes parce qu'ils ont besoin de cette décharge. Ouais. Et elle est identique en termes de neuromédiateurs, ce qui me fait dire que surentraînement
burn-out et dépression sont des cousins biologiques. Quand on a préparé cette émission avec vous, vous nous avez expliqué qu'il fallait absolument parler des hormones que nous sécrétons quand nous faisons du sport. C'est quoi ces hormones? Alors, grosso modo, il y en a 3. La plus connue, ce sont les fameuses endorphines qui sont sécrétées à un moment de stress, à un moment de douleur. Elles ont été sélectionnées par Sapiens parce que quand Sapiens vivait un stress... Sapiens, c'est notre espèce, je précise. Oui, c'est il y a 6 millions d'années, lorsqu'on a accédé à la bipédie, puis ensuite on est devenu Sapiens, on prenait des coups de griffe, on devait traverser des roncis en courant et on ne devait pas avoir mal. Donc on a sélectionné l'individu qui n'avait pas mal pendant l'effort. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir mal pour accéder à l'endorphine. Ça explique l'un des points clés de la définition, c'est qu'il faut faire de plus en plus. Puisque lorsqu'on s'entraîne, au bout d'un moment, le footing de 40 minutes devient d'une extrême facilité. C'est ce que disait Dorian sur il trouve plus de plaisir à simplement finir un marathon. Bah non. Alors on y reviendra, c'est la motivation extrinsèque. Ok. Moi, je te parle d'une motivation biologique qu'on appelle en doc la motivation intrinsèque. Ok. Quand c'est trop facile, tu fais pas les endorphines, tu n'as pas créé de la souffrance dans ton corps, donc pour accéder aux endorphines, tu dois faire plus dur. Alors, les endorphines, ça ressemble à la morphine, ça ressemble à l'héroïne. Ouais. Ensuite, à l'adrénaline, ça ressemble aux amphétamines. Et puis la dopamine, celle qui initie le mouvement, ça ressemble à la cocaïne. C'est normal parce que finalement, dans notre corps, si les drogues sont appréciées parfois, c'est qu'elles répondent à des récepteurs déjà présents. D'accord. Donc, on sait faire nos drogues. Et le sport en est une opportunité. On est un peu des drogués du sport, quoi. Bah oui. Il faut régler le curseur. Donc le cocktail endorphine, dopamine, adrénaline, c'est un peu ce qui définit notre potentielle addiction à la pratique sportive. Mais c'est excellent parce que c'est ce qui fait aussi... Alors on va y venir. C'est ce qui fait aussi que ça booste les capacités cognitives que de faire du sport. À quoi on reconnaît quelqu'un qui est addict à l'endurance, Dorian? Bah moi, je le vois surtout quand on te demande de réduire le volume d'entraînement ou de respecter des périodes vraiment de repos et que l'athlète n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'en fait, il se sent obligé d'y aller, souvent parce qu'il a l'impression que sinon ça va être du sous-entraînement, alors que pas du tout, le repos fait partie de l'entraînement, mais c'est toujours ce plus, t'es en vacances, mais non, je suis obligé d'aller courir, je suis obligé d'aller faire du vélo, j'ai peur de régresser, etc. Et de ne pas avoir cette période du coup de récupération fait qu'à un moment donné, on est en surentraînement et potentiellement on va jusqu'à la blessure. Et même là, quand ils sont blessés, ils arrivent à trouver le moyen de se dire bon bah je suis blessé, mais je peux trouver à faire autre chose. Je vais aller nager, je vais aller. À un moment donné, je pense qu'il faut juste se dire. N'est-ce pas, Fred? Ah non, on est tous un peu pareil. Et puis en plus, moi, c'est des choses que j'applique aux athlètes que j'ai pu entraîner, mais que j'ai du mal à appliquer sur moi personnellement. C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on soit tous encadrés. Et moi, le premier, j'ai besoin d'un entraîneur qui, à un moment donné, va me dire ça y est, stop, repose-toi, parce que tu te dis toujours, je sais ce qu'il faut faire, mais voilà, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une barrière à un moment donné quand les gens ne peuvent pas s'arrêter, mais il ne faut peut-être pas leur dire qu'ils sont malades non plus, quoi. Fred et Charlotte, vous entraînez aussi beaucoup d'athlètes, notamment en triathlon, surtout en triathlon. C'est quoi les signaux d'alerte que vous avez appris à identifier? Ouais, je pense que quand tu as un coach qui te dit il faut que tu prennes des périodes de repos pour pas te blesser, pour arriver au bout de ton projet et que tu n'arrives pas à prendre les périodes de repos ou que tu es blessé et que tu n'arrives pas à te reposer, je pense que là, on atteint un autre niveau de motivation que les hormones qui sont sécrétées. C'est plus le côté projet. Et arriver à accomplir son objectif, ils ont la peur de ne pas arriver à être en forme le jour J. Et ils se disent je suis blessé, mais là, tout m'échappe, en fait. Je pense qu'il y a aussi cette notion d'accomplissement qui leur échappe au-delà des hormones qui sont sécrétées, quand même. Charlotte, tu as un exemple en tête d'un ou d'une athlète qui est allée beaucoup trop loin et qu'on a un peu payé les conséquences? Oui, bah c'est vrai que, comme l'a dit Dorian, on voit les athlètes qui ont du mal à ralentir quand il le faut. Et j'ajouterais aussi un phénomène au-delà de la peur de se désentraîner, c'est le contrôle que les athlètes peuvent avoir aussi sur l'apparence physique. Et je pense qu'il y en a qui pratiquent aussi excessivement pour avoir un contrôle là-dessus. Il y en a qui pratiquent aussi pour courir sur Strava, etc. Mais le contrôle de l'apparence physique, et notamment beaucoup chez les femmes, c'est quelque chose qui revient. Et sur les diminutions de l'entraînement, c'est là où on voit des tendances... alors bigorexique peut-être, ou dérivé de l'anorexie, mais où il y a quand même un contrôle par l'excès de pratique de sport. Docteur Cascois, c'est quoi les conséquences de l'addiction au sport? Physiquement, ça peut mener à quoi? C'est la définition, parce que la pratique intensive, c'est pas l'addiction. Ce qui définit l'addiction, c'est la souffrance. D'accord. C'est la souffrance lorsque j'arrête, pour une raison de blessure, lorsque j'arrête parce que j'ai
des contraintes sociales ou bien des rencontres sociales à mener, si je ressens un mal-être, je suis en addiction, je suis en souffrance. Et on pourrait philosophiquement dire, est-ce que la souffrance, c'est pas aussi celle de l'entourage? Parce que la souffrance de l'entourage, elle a des conséquences émotionnelles. Et on a beaucoup de tensions dans les couples sur des pratiques excessives et puis des altérations de la Ça, prestation on professionnelle. va y revenir parce que c'est vraiment un sujet fondamental. C'est à quel point ça peut impacter la vie sociale, la vie amoureuse. Mais sur les conséquences en termes de blessures, concrètement, quelqu'un qui est dans un rapport d'addiction avec sa pratique, ça peut aller jusqu'où, Alors, les blessures? c'est très intéressant. Moi, j'ai vu ça tout particulièrement à l'occasion du confinement. Ouais. Avec Zwift, les plateformes Zwift, Ah les oui, mecs, ils étaient tout le temps en rencard avec leurs potes. Ils faisaient Zwift, des pour ceux qui compétitions. ne connaissent pas, c'est une application qui permet de rouler sur un vélo d'appartement, un home trainer, connecté avec Avec des d'autres gens chez copains eux. dans une jolie déco. Et donc, ceux-là, ils s'en rendaient pas compte et ils ont terminé en vidéoconsultation face à moi, dans mon bureau. Avec Parce des qu'ils problèmes étaient- de genoux, Avec des etc. problèmes de genoux et d'épuisement sérieux. Hugo, Et mal aux fesses un petit peu aussi. c'est mal aux fesses. Hugo, toi, dans ta pratique, quand tu as été champion du monde de swimrun, notamment sur l'Otilo, est-ce qu'il y a des moments où tu as senti que tu frôlais le côté addict Ah, moi, c'est sûr, oui, je le frôle, et je le frôle pas que à moitié. Hein. Dès que je m'arrête, je cherche tout le temps une excuse pour reprendre. Les fameuses coupures annuelles qui nous sont demandées pour un peu régénérer le corps et repartir sur une nouvelle saison, j'ai énormément de mal à les respecter. Ouais. Je les écourte toujours. Dès que je suis blessé, il y a toujours une excuse pour me dire bon, finalement, je peux peut-être faire quand même ça. Je vais chercher une excuse pour me dire allez, il faut relancer. Et ça, c'est un peu le risque des fois où il y a blessure et blessure. Et des fois, c'est aussi des messages du corps qui te rappellent pour te dire oui, t'es en train de basculer là, fais gaffe et ralentis un peu la dose. Alors j'aimerais Je trouve qu'il y Vas-y, a pardon, Charles. différentes formes d'addiction et on a le surentraînement lié aussi à la performance. Enfin, moi, je me rappelle parce que le docteur parlait de fracture de fatigue, ne pas vouloir m'arrêter alors que j'avais une fracture de fatigue de plus de 1,2 cm au fémur. C'est beaucoup. Et j'arrivais voilà, c'est beaucoup, mais j'arrivais parce que j'avais une échéance sportive, un championnat du monde, à dire non, j'ai pas mal, je continue, je m'arrête pas. Et donc, il y a cette forme qui est liée aussi à la profession, qui était mon métier d'être triathlète, donc la peur de s'arrêter. Et il y a aussi l'addiction des sportifs amateurs qui pour moi, je trouve que c'est assez différent. C'est cette peur de voilà, un peu perdre son métier, de ne pas vouloir être blessé quand on est, et puis chez les amateurs, des formes d'addiction qui sont différentes. C'est pas la même chose, sachant qu'il y a, notamment en triathlon et sur Ironman, des amateurs aujourd'hui qui s'entraînent quasiment avec un volume horaire qui s'approche de celui de certains professionnels. Ouais, c'est vrai que ça Pas les devient mêmes enjeux, de mais plus en plus conséquent. Ouais. J'aimerais vous montrer une image. C'était au Marathon de Paris l'année dernière. On est à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Dorian, toi, tu te trouves à cet endroit-là. Et voilà ce qui se passe sous tes yeux. Donc on le voit, hein, c'est un athlète qui est en train de finir son marathon et qui tient plus debout. Vraiment, il tient littéralement plus debout. Là, on voit que tu viens le soutenir, l'aider. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as le droit de faire ça Je sais pas. pour le faire finir son marathon. La question. Mais vous le prenez avec un secouriste sous les aisselles et vous l'aidez à traverser la ligne d'arrivée. Là, clairement, est-ce qu'on est dans juste la passion, la motivation extrême, ou est-ce qu'on est dans une forme d'addiction? Parce que clairement, il est pas bien, il se fait pas du bien, là, ce garçon, physiquement. Là. Alors, j'ai utilisé cette vidéo pour illustrer un de mes articles sur le syndrome du dragster. Remerciez pas, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais. C'est quoi le syndrome du dragster? Le syndrome du dragster, c'est ce qui se passe en ce moment dans la population. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un muscle, un cœur, c'est tout rouge, c'est plein de sang, ça progresse très vite. Un os, un tendon, un cartilage, c'est gris, c'est blanc, c'est peu vascularisé et ça s'adapte beaucoup plus lentement. Donc les gens progressent vite sur le plan énergétique, mais pas sur le plan locomoteur. Et ils finissent dans mon bureau et ils finissent cassés. Et ça, c'est quand même lié à la banalisation des distances inhabituelles, extrêmes. C'est-à-dire que j'appelle ça aussi le syndrome de l'open space. Ouais. Autrefois, moi, quand j'étais jeune, j'avais coché la case du 42-195. Marathon. J'étais respecté. Maintenant, pour être un soupçon respecté, il aurait fallu que je cours 180 km dans la montagne. Ouais, et faire toujours 10 000 plus, quoi. 10 000 de D+. D'accord. Et on a... Et ça, le corps s'adapte pas suffisamment rapidement pour le corps, beaucoup de déjà, sportifs amateurs. il a besoin de temps. Le turnover du collagène, c'est 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, un appareil locomoteur se renouvelle en 3 ans. Donc, grosso modo, on ne devient pas marathonien avant
avant 3 ans, sans risque. Après, il y a tous les cas de figure. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais moi, j'y suis arrivé en 1 an. Ouais, mais le mec, il faisait du foot. Voilà. Donc, il avait un appareil locomoteur validé. Après, on peut faire des... Mais sinon, il faut prendre du temps. Dorian, quand tu as vu donc, ce jeune homme qui titubait, qui rampait, on voit sur les images, il est vraiment à genoux, à 4 pattes, il ne tient plus debout. Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, waouh, c'est beau, respect, ou tu t'es dit, oula, ça fait flipper? Les deux en même temps. En vrai, j'ai trouvé ça beau parce que je me suis dit qu'il était vraiment allé au bout de l'effort. Et tu voyais dans son regard qu'il avait envie, même si, bon, il voyait plus grand-chose, je pense, mais tu voyais qu'il voulait franchir la ligne d'arrivée et que du coup, c'était quand même un objectif. Il était juste à côté. Je pense que c'est juste son corps qui l'a lâché. Mais en fait, moi, le premier truc que je me suis dit, c'est faut qu'il passe la ligne. C'est beau, il est arrivé là. Il a fait quelques mètres, quoi. Il a fait 41 km, 950. Il faut qu'il passe la ligne. Peu importe son entraînement d'avant, je ne connais pas ce qu'il a eu, mais il faut qu'il passe la ligne. Donc moi, directement, je me suis dit, je l'ai vu, je me suis dit, est-ce qu'il va y arriver? J'ai vu qu'il avait peut-être besoin d'un coup de pouce. Donc vraiment, je suis allé l'aider et j'étais content de l'aider. Et du coup, je l'ai revu, ce jeune homme, après. Ah ouais? Ouais, je suis allé le rencontrer parce que du coup, il habitait pas loin de chez moi. C'était vraiment le pur hasard. Et en vrai, bah, il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il est vraiment allé au bout et d'un coup, son corps lui a dit stop. Il avait bien pris ses ravitaillements, etc. Mais c'est vrai que... Il a réussi à récupérer derrière? Il a réussi à récupérer, mais je crois qu'il n'a pas encore refait de marathon. Il a quand même... parce que là, on peut se dire, quand on voit ces images, il se met en danger. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur. Mais... 2000%. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas du tout un message. La volonté, c'est pas ça. La volonté, c'est fait. On ne dit pas se surpasser, on dit faire de son mieux. Ouais. Parce que le surmenage, ça mène à la mort subite. Il y a 1500 morts subites par an en France, d'accord, de sportifs qui se croyaient en pleine forme. Il y en a eu une encore récemment sur une course, il me semble que c'était sur je suis pas sûr que ça soit toutes ces morts subites-là, elles ne sont pas dues au fait de sortir de sa zone de confort. Il y en a qui sont en très bonne santé, qui font un malaise cardiaque sur une course, ou même des joueurs de foot. Non, ce sont des cardiaques qui s'ignorent. Ouais. En fait, il faut aller chercher les signes fonctionnels. Les signes fonctionnels, c'est perte de connaissance, malaise, douleur thoracique, palpitation, essoufflement inhabituel. Ouais. Ça, on enclenche tout le bilan. Parce que les jeunes, ils ont des malformations cardiaques, et les vieux, ils ont des artères bouchées. Sans le savoir. Sans le savoir. On dit que la maladie cardio... Malgré les échographies qu'on peut faire, on peut pas mais c'est très compliqué. J'ai travaillé 20 ans au Paris Saint-Germain. Je peux te dire qu'on se creusait la tête. Et il y en a un qui était parti chez lui, à la période du Covid, avec une petite infection qui est un facteur de risque de mort subite. Il a joué dans la cité et il est mort. D'accord? Donc c'était un athlète de très haut niveau. Des athlètes de très haut niveau qui meurent, il y en a tout le temps. Parce qu'ils ont des malformations cardiaques. Oui. Ils ont des petites cicatrices dans le cœur. La condition physique n'est pas, de façon individuelle, un facteur de protection. La condition physique, c'est un facteur de protection statistique. Plus ta VO2 max est élevé, meilleur est ton pronostic vital. Mais à l'échelle individuelle, c'est fou. Est-ce que vous connaissez des personnes dont la vie perso a explosé à cause du sport? Dodo, Dorian. Tu parles pour moi là ou pas? Ah non, pas du tout. Non, je te donne la parole. Pourquoi tu te sens concerné? T'as pas besoin de trop réfléchir. Du coup, ça va, j'ai 5 psychologues, j'avais besoin de vous parler. Non, blague à part, tu te sens vraiment concerné? Non, pas directement. Moi, c'est un mode de vie qui est lié autour du sport, donc c'est un peu différent parce que c'était pas. Enfin, mon sport est devenu indirectement mon travail, donc mon travail m'a pris du temps. Donc c'est plein de choses, mais moi j'en ai proche de moi effectivement pour qui ça devient compliqué, même pas des athlètes, mais des entraîneurs sur qui ça arrive parce que entraîneur c'est aussi un job à plein temps et c'est là où ça peut aussi impacter la vie professionnelle de ramener le boulot à la maison et franchement c'est pas facile à gérer. Si c'est quelqu'un qui ne comprend pas en face, les ça week-ends. Et ouais, parce que les compétitions c'est jamais en semaine, c'est jamais les entraînements c'est le soir. Charlotte, toi tu connais des gens dont la vie perso a explosé en plein vol? Moi, malheureusement, avec les athlètes qu'on entraîne et avec la pratique de l'Ironman, on voit les athlètes qui deviennent de plus en plus dépendants à l'entraînement qu'on leur propose, qui sont de plus en plus demandeurs sur le volume d'entraînement. Il y en a même qui se mettent à dispo, qui prennent des après-midi de dispo pour s'entraîner, etc. Donc le volume qui augmente, mais on voit du coup des athlètes qui divorcent. Et ça, c'est un peu dur de l'accepter en tant qu'entraîneur parce qu'on se sent un petit peu responsable quelquefois, même si c'est des paramètres des athlètes qui du coup qui mettent en péril leur couple pour leur pratique du triathlon. Ouais, parce qu'il y a des athlètes amateurs qui peuvent s'entraîner 15,
20 heures par semaine. Donc ça devient un deuxième job, voire plus, où ça prend même parfois le pas sur le travail et la vie perso, quoi. Ouais, tout à fait. On arrête d'aller au resto pour se reposer, se lever tôt le lendemain matin. On va plus se balader avec les gamins le week-end parce qu'il faut faire une sortie longue en vélo. Et Exactement. on prend des congés pour aller faire une course plutôt que de Ouais. partir en vacances. C'est vrai, c'est... Ouais, c'est vrai. Fred aussi, t'as des cas comme ça en tête? Oui, complètement. Après, bon, je me fais un petit peu l'avocat du diable. C'est vrai que cette pratique, ça peut être aussi une passion, donc ça peut être momentané. Il y a des stratégies pour ne pas complètement se dire j'ai écouté le podcast, ok, j'arrête, c'est de la folie pour mon couple. Je pense que le conseil, c'est pas aussi... ce qu'on dit, hein, mais... Voilà, c'est se dire, j'ai un gros projet sportif, je me donne 3 mois, donc 6 mois, ou un peu plus pour arriver à ce projet. Et il faut que la famille suive, il faut que tout le monde soit... Exactement. Mmh, Il c'est faut bon, d'accord. Et là, inclure la famille dans On le se dit, projet. Promis, Et dans pas- 6 mois, on part en vacances et je passe du temps en famille. Et comme par hasard, on va en vacances dans un endroit où il y a un Ironman. Ah, bah ça... quel drôle de hasard. Docteur, qu'est-ce que vous envoyez dans votre cabinet des gens bien sûr. qui vous disent bon, bah, j'ai dû me Des séparer de ma femme parce que. des tensions professionnelles, où en effet, initialement, l'image de l'Ironman était valorisante. On change de boss, l'autre, ça ne l'intéresse plus du tout. Ouais. Et il dit, mais alors, tu travailles là, mais parce que je te vois beaucoup sur Strava quand même. Voilà. Donc, en fait, Ouais. voilà, Ouais. même sur le plan professionnel, l'image peut se renverser, notamment lorsque la hiérarchie est modifiée. Ouais. Donc, prudence, même en termes d'image. D'ailleurs, Hugo là va nous quitter, il doit aller nager. Ça prend le pas sur la vie professionnelle. Et depuis ce matin, il commence Sur ce move, on est à comme ça. trembler un peu. Juste une petite remarque de père de famille et de papa. Il faut se creuser la tête pour faire des trucs en famille. Ouais. Moi, j'ai fait des bornes et des bornes en tandem avec mes enfants derrière. Ouais. J'ai fait des bornes en course à pied avec mon fils à côté à vélo. Je suis maintenant un grand fan du vélo électrique pour que tout le monde puisse me suivre, bien que je ne sois pas surdoué. Mais voilà. Donc, il faut cogiter. Il faut cogiter et on arrive à intégrer tout le monde à l'aventure un peu. Mmh. Et du coup, on fait aussi de nos enfants des adultes sportifs et ça, c'est simple. Moi, je sais que c'est un truc que j'essaie de faire chez Tupion sur les différents projets, que ce soit sportif ou personnel, c'est d'emmener toute la sphère, parce qu'en plus, c'est important. Moi, pour le coup, c'est à un certain niveau. Et tous les matins, il faut que je sois debout à 5h45, donc c'est un peu embêtant pour notamment ma conjointe. Et au-delà de ça, c'est aussi qu'il y a des moments dans une carrière sportive, on n'est pas toujours au top de la hype en termes de motivation. Et quand tous les matins, il faut être à 5h45 debout, ça aide un peu quand la personne à côté dit « Allez, mon gars, ça y est, vas-y, sors, c'est le moment, vas-y ». Quand tu es là, elle sait, en plus, elle sait que là, il y a le réveil. D'habitude, en 3 secondes, je suis debout, je suis parti. Là, elle sait directement que je suis mort. Et elle me dit « Allez, vas-y, ça va le faire, c'est maintenant, vas-y, lève, toi, pousse-toi ». Elle sait que 10 minutes après, je suis parti. Et grâce à ça, ça va me sortir du lit et ça réussit à la perf. Comment on arrive à éviter d'entrer dans un cercle vicieux? C'est-à-dire comment on fait pour s'entraîner beaucoup sans que ça dépasse la limite? Est-ce qu'il y a des astuces, Dorian, en tant qu'entraîneur, coach? Franchement, en fait, c'est toujours pareil. Ça dépend de l'objectif final aussi. En fait, plus ton objectif est élevé, plus l'investissement va être élevé. Il y en a pour qui ça va juste être du sport passion, ils peuvent rester à 3 créneaux semaine et c'est très bien. Après, il y en a, ils veulent vraiment s'investir parce qu'ils ont des objectifs qui sont assez élevés. Et je ne parle pas du haut niveau, c'est encore autre chose, le niveau, parce que c'est quand le sport devient ton métier. Donc du coup, c'est quand même un peu tronqué. Mais c'est toujours un peu difficile. Mais c'est surtout, moi je le vois, c'est aussi, même pas par rapport à la famille, mais par rapport aux amis, qu'en fait, de plus en plus dans le sport, tes amis deviennent ceux avec qui tu cours parce que tu passes du temps et que forcément il y a des synergies qui se créent et que tes autres amis te disent on te voit plus parce qu'en fait tu es toujours avec ceux qui courent. Et moi aujourd'hui, je le vois beaucoup dans mon entourage, notamment à la Rugny Academy, de gens qui courent tout le temps ensemble, qui se voient et qui derrière disent non mais là je peux pas venir, mais je vois plus mes autres potes en fait. Et il faut faire attention à un moment donné effectivement à pas se fermer et à pas rester dans le cocon sport parce que quand tout va bien, c'est ce que disait Hugo, c'est cool, mais quand à un moment donné, tu pètes une durite et que tu restes que avec ces gens-là, c'est difficile de se raccrocher à ce qui te tient vraiment en haleine tout au long de ta vie, quoi. 2 chiffres qui sont super intéressants et qui éclairent notre sujet. On estime que le nombre de sportifs qui souffrent d'addiction au sport s'élève à 15% des sportifs quand même, ce qui n'est pas rien. Et il y a quand même 5% des Français, selon un sondage Ipsos de 2024, 5% des Français qui font du sport 7 fois par semaine, donc tous les jours. Ouais. Ça en fait du monde. Ouais, ça en fait du monde. Et justement, l'un des remparts, quand je conçois un programme santé-performance pour mes patients qui ne veulent pas se blesser, tout en optimisant le chrono, il y a 2 règles d'or. Il y a la journée de repos, la vraie, où on n'enclenche pas de routine sportive dans la journée. Voilà. Et puis, il y a la séance de récupération active
qui est ni longue ni intense, donc qui n'est pas difficile, donc qui ne provoque pas de sécrétion d'endorphine, donc qui est à l'origine d'une frustration. Ouais. Je termine ma séance d'entraînement, j'ai pas ma douche, j'ai l'impression de pas être bien. Allez, va prendre ta douche, tu verras, finalement, ce sera sympa. Ouais. Donc, récupération active, récupération passive, un repos, pourquoi pas une petite méditation et une séance un peu frustrante. Alors, on parle de... Ouais, Là, c'est bien résumé. Hein. c'est super bien résumé. Et là où je te rejoins, c'est que pour faire ça, pour faire cette journée de repos, cool, il faut aussi débrancher du qu'est-ce que va dire ma communauté de ma moyenne sur cette sortie. Ouais. Et donc, il y a un peu un effet quand même pervers actuel avec toutes les métriques qui sont tout ce besoin de contrôler l'avis des autres, qu'est-ce que vont dire les autres de ma sortie, de mon entraînement. À ce propos, Fred, j'ai remarqué que ta moyenne ces derniers temps sur Strava est pas top. Ouais. Voilà, je sais pas ce qui se passe, mais peut-être que J'avoue, il faudrait j'ai se remettre en question. perdu des likes là. En ce moment. Alors, en effet, et l'une des règles de prévention, c'est la déconnexion. Ah ben, Ouais. c'est indispensable. C'est-à-dire que, pourquoi vous avez oublié d'enclencher Strava, MapMyRun, c'est bien, il faut pas l'enclencher. Parce que... Ah, moi, je suis L'attends- dégoûté, hein. Moi, je vous le dis, hein, docteur. Quand j'oublie d'enclencher mon Strava au bout de 5 bornes, je me dis, mais non, c'est pas possible. voilà. Je vais avoir une ça, sortie que ça, de 10 alors que je devais faire 15. Ça, c'est un vrai critère d'addiction extrinsèque. Ah ben, je suis complètement... Moi, je me reconnais dans ce que vous dites. Hein. Et d'ailleurs, on dit quand c'est pas sur Strava, ça compte pas. Mais Donc, Non, mais qui n'a jamais arrondi, couru 2 minutes de plus pour avoir pile le 15 bornes, 20 bornes, ah oui, les mecs qui etc. tournent comme ça. Oui. Et alors, quand je fais mon run Je vois et pas que de quoi tu parles. une jolie jeune fille s'arrêter au feu et arrêter sa montre, je vais la voir, j'en profite. Je dis, Emmanuel, c'est interdit de faire ça. Ça s'appelle de l'ortho-training. Elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, Je le rappelle gars, mon là épouse. Ah, le relou. ça casse la moyenne. Mais ça sert à quoi Oui. Comment tu vas interpréter ça, même ta moyenne, puisque tu t'es reposé? C'est ridicule. Ah, donc, il faut pas arrêter sa montre au feu rouge. Absolument. Ça, alors là, dans le chemin de la lutte contre l'addiction, c'est interdit d'arrêter sa montre. Dorian, on n'est pas d'accord. Moi, je peux être coupable. En trail, on peut s'arrêter pisser, pas mettre la montre, je suis d'accord, mais sur route, parce que c'est pareil, du coup, au niveau de l'entraînement, si on s'arrête, qu'on coupe la montre, ce que vous dites, du coup, il y a eu du repos, mais c'est pire que si la montre, elle continue de tourner pendant 1 minute alors qu'on est arrêté. Mais qu'est-ce que Parce tu du vas en coup, faire? Mais qu'est-ce que tu Du vas en coup, faire ça va péter faire 1 kilo en 10 minutes de Et kilo, alors ça va Ouais, mais fumer bon, la c'est moyenne. réalité. C'est pas la réalité, parce que je suis à l'arrêt, parce qu'il y a des voitures. T'as fait un frac. Je cours sur place. Mais non, il ne faut pas. Deux visions de Strava, deux visions de la montre. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement. Après, ouais, on peut se poser la question pourquoi on a besoin aussi, on revient aux hormones, quand même, c'est important de le préciser. Ses likes, ses kudos, sa communauté qui va commenter Oui, voir notre sa activité. moyenne. Ouais. En fait, c'est le fait d'être récompensé à C'est la vrai. fin de l'entraînement Ça génère par le des- soutien de la communauté. Et là, on Alors c'est vrai, C'est une tu mets une connotation, j'allais dire neuro-hormonale, à une notion que j'aurais rangée dans ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, les motivations d'image ou les motivations de résultat, qui ne sont pas le plaisir de mouvement. Il est grand temps, pour lutter contre l'addiction, de renouer avec le plaisir du mouvement. Juste d'être C'est-à-dire, content je d'aller cours. courir. Bah ouais. Et je leur dis, Et- mes patients, j'ai écrit un petit article qui s'appelle « Je cours donc je médite Ouais. ». Je sens l'air frais qui passe. Mais- J'entends mes chaussures crisser sur le Les gravier. klaxons à Paris. Et quand bien même, tiens, j'ai une petite vidéo sur mon Insta où je suis sur les quais de Seine et j'entends les cliquetis des cloches, bling, bling, et sur le café qui est vers les quais de Seine, là, j'entends le cliquetis des tasses. Ouais. Putain, c'est formidable, j'aime pas. Mais vous n'êtes pas le seul, docteur, parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui maintenant plaident pour ce fameux entraînement aux sensations, qui disent bien sûr. on met plus les montres, on court à la sensation, Mais on en n'a pas plus, besoin de regarder l'allure. En plus, c'est scientifiquement valide, parce que ce qui définit le seuil anaérobie, que de notion qui est débattue autour de l'acide lactique, mais ce n'est pas le chiffre, c'est la perception respiratoire. On parle de seuil, en réalité, ventilatoire. Donc, quand tu t'entraînes, ton seuil ventilatoire, il évolue. Donc, ton chiffre, il est faux, il devient faux. En revanche, si tu te fies à ta ventilation, tu es toujours dans le juste. Alors, depuis le début de l'émission, on parle des dangers de l'addiction au sport. Mais le sport, ça peut être aussi un moyen de sortir d'autres addictions. On Bien peut sûr. aussi inverser la logique. D'autres addictions qui sont plus nocives, hein, on va le dire, pour la santé à long terme. Et là, Fred, tu as un exemple frappant. Ouais, tout à fait. Je me suis intéressé un peu au cas de Mathieu Thuillier, Ouais. qui a sorti un reportage Ok. super intéressant. En fait, Mathieu, c'est tout simplement un jeune étudiant
qui a un peu sombré, voire beaucoup, dans l'alcoolisme. Ok. Et finalement, il a sombré et il s'en est sorti grâce au sport. Parce qu'il a senti qu'il fallait réagir. Et il s'est lancé dans un projet sportif assez énorme qui est réaliser un Ironman. Ironman. Donc juste on rappelle, pour ceux qui éventuellement sont pas au courant, Ironman c'est Charlotte, C'est 3800 mètres de natation, 180 de vélo et un marathon, 42 km de course à pied Tout pour ça. finir. enchaîné. Voilà. Donc il s'est lancé là-dedans. Rien que ça. Donc, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, du jour au lendemain, se lancer sur un projet comme ça, quand on est déjà sur un terrain un petit peu addictif, c'était dangereux. On va pas se mentir, et ça veut pas se mentir. C'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a des profils addictifs. C'est-à-dire que le gars qui traite son addiction avec le sport, il va devenir addict au sport. Ouais, mais en même temps, Voilà. en même temps, ça lui a quand même... Spoiler, il est devenu addict au sport. Oui, alors, non mais attendez, parce qu'il est devenu peut-être addict au sport, mais ça lui a permis d'arrêter de boire, il touche plus un verre d'alcool, d'arrêter la cigarette. Donc, finalement, le rapport il est gagnant. coût-bénéfice, il est clairement Et gagnant. surtout, dans cette addiction, il a appris une chose, c'est qu'il fallait s'entourer. Parce que bon, s'entourer quand on est addict à l'alcool, c'est possible, mais on a du mal à trouver le chemin. Trouver un coach sportif, un préparateur mental, qui l'a un peu sorti de son addiction sportive assez rapidement, heureusement, l'a permis donc d'atteindre son objectif qui était l'Ironman de Vichy. Et surtout, moi, ce que j'ai retenu dans le reportage, ce qui m'a particulièrement ému à la fin du reportage, c'est le partage avec sa famille, qui le retrouve sur la ligne d'arrivée. Et la fierté, l'accomplissement, en fait, tout ce qu'on dit depuis le début, qui peut avoir un effet un peu pervers, malgré tout, ça l'a sorti de l'addiction à l'alcool et ça lui a permis de retrouver le chemin de sa famille, de ses amis. Tout le monde était fier de lui. En tout cas, ça va mieux aujourd'hui qu'avant de se lancer dans l'Ironman. Le documentaire, franchement, on vous le recommande parce qu'il est vraiment super intéressant, super émouvant. Ça s'appelle Nouveau Souffle. On va mettre le lien dans la description. Puisqu'on en parle de l'alcool, Dorian, c'est quoi Tu sens venir la transition. Dorian, c'est quoi cette histoire de grosse cuite juste avant une course, un 10 km? Ouais, ah oui. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ouais, c'est pas ce que je recommande, mais c'est vrai que ça peut arriver. Ça... Me jugez pas, docteur. Ça rend des tensions. Si t'es trop stressé, tu vas pas de bon. Non, mais moi aujourd'hui, le sport, c'est quotidien. C'est une course que j'avais prévue, mais juste un peu en entraînement. Et c'est vrai que la veille, j'avais une soirée qui était prévue depuis pas mal de temps, qui a un peu plus traîné que ce que je m'étais imaginé. Et un peu fatigué, le lendemain, j'ai pris le départ de cette course. Et au final... Parce que c'est une course, c'est un 10 km et je pense que sur 10 km, avec, encore une fois, le pouvoir du dossard et l'adrénaline, on est capable de faire de belles choses. Ouais. Franchement, j'avoue que j'étais vraiment dans le mal. Pour autant, j'ai réalisé une belle course. T'as fait combien? J'ai fait du coup 36, je crois. 30 minutes 36 10 km. Ah, 30-36 Ouais, voilà. Ah ouais, c'est pas 36. Ouais, 30 minutes 36. Donc du coup, j'ai avec la cote de... peut-être 36-30, non? J'ai luché. Mais du coup, je bats mon record ce jour-là. Et, et c'est vrai que... Mais au final, c'est surtout l'entraînement, que j'avais fait les mois d'avant qui, à ce moment-là, a payé. Mais c'est encore une fois... J'ai dormi combien d'heures, pardon? J'avais dormi 2 heures. J'avais dormi 2 heures. C'est quand même... Est-ce qu'il y a des risques quand même médicaux ou pas forcément? Alors, les militaires ont beaucoup travaillé le manque de sommeil et la performance. Ça, sur des distances courtes, ça ne change pas grand-chose. Voilà, c'est exactement ça. Je ne l'aurais pas fait si c'était un marathon. Surtout une nuit. Dernière. J'imagine que si c'est un déficit de sommeil chronique, là, par contre, ça se retrouve directement dans la perte. D'ailleurs, en ultra-trail, maintenant, ils stockent le sommeil. C'est-à-dire que certains disent que si à 14h, je dors beaucoup, et si à 14h, je n'arrive plus à faire la sieste, je ne m'endors plus à 14h, c'est que je suis bon pour mon 180. Docteur et Dorian, c'est l'heure de l'interview tapis. Est-ce que vous connaissez le concept de l'interview tapis? C'est quand même un moment important dans Safe Pace. Rappelez, c'est pas les mêmes vitesses que moi, toi. Ah non, mais alors attendez, je vous coupe tout de suite, docteur Cascois. C'est vous qui allez courir. Non, Dorian, il peut pas, il est en pleine prépa. Non, il est en pleine coupure. Il est en coupure, il est en repos et on a expliqué tout l'épisode qu'il fallait respecter les périodes de repos. Donc vous allez vous y coller aujourd'hui. Je vous rappelle le concept très rapidement. Vous allez vous mettre sur le tapis qui est juste derrière. Je vais vous poser des questions en rapport avec notre sujet du jour. Si vous répondez correctement, la vitesse reste la même, donc vous pourrez rester en footing tranquille. Par contre, à chaque mauvaise réponse, je vais augmenter la vitesse du tapis de 1 ou plusieurs kilomètres/heure. Et on va voir jusqu'à
quelle vitesse vous tenez et à combien de questions vous arrivez à répondre. Faut me mettre un matelas derrière parce que je vais être Ouais, éjecté. Hein. ouais, vous inquiétez pas, on va mettre quelqu'un derrière. Je vous laisse aller vous équiper, Ça marche. vous mettre en tenue de sport et on se retrouve dans 5 minutes après l'échauffement. Échauffez-vous bien. Ça roule. Allez-y, docteur, on vous retrouve dans quelques instants. Dorian, pendant que le docteur va partir à l'échauffement, c'est quoi ton gros objectif cette saison? Tu t'es lancé un défi incroyable, je crois. Ouais, effectivement, avec Miles of Discovery, c'est le nom du projet. C'est en gros découvrir le monde à travers les kilomètres et la course à pied. Et pour ça, du coup, je me suis appuyé des 7 plus grands marathons du monde, qui sont des marathons qui font rêver, qui sont dans des continents différents, des cultures différentes. C'est quoi les Et 7 du coup? Donc les 7, c'est Tokyo, Boston, Londres, Sydney, Berlin, Chicago et New York. Ok. Donc voilà, 7 marathons qui font rêver tout marathonien. Tu vas faire tout ça en un an. Voilà, et le but c'est de les faire en un an et voilà, de voir un petit peu comment ça se passe. C'est vraiment un défi sportif et un beau projet que je me suis lancé. Et à travers ça, j'ai envie de montrer toute l'énergie qu'il peut y avoir à travers la course à pied, à travers le sport, de montrer que c'est vraiment vecteur d'énergie et de se dire que avec une paire de baskets, on est tous égaux et on peut réaliser de grandes choses. Quand tu as annoncé ton projet sur les 7 marathons que tu allais faire en une année, tu as reçu des critiques sur les réseaux sociaux par rapport à la question environnementale. Certains se demandaient est-ce que ça vaut le coup de prendre autant d'avions juste pour courir des marathons? Qu'est-ce que tu réponds à ça? En fait, quand on a monté le projet, c'est quelque chose auquel j'avais pensé, mais c'est vrai que j'avais jamais été attaqué directement Enfin, j'avais jamais eu ce problème à faire face à ce problème-là. Ouais. Et je me suis dit, effectivement, il y a des gens qui vont peut-être m'en parler, mais derrière, ils vont voir le fond du projet qui n'est pas faites tous comme moi, puisque déjà, en fait, c'est impossible d'avoir les dossards et même physiquement de pouvoir les enchaîner. Donc après, j'ai reçu toute cette vague-là. C'est vrai que ça a été un peu compliqué, mais je le comprends parce qu'en vrai, c'est un sujet crucial et il faut l'aborder aujourd'hui. C'est un sujet auquel tu es sensible. Bien sûr. Et je trouve qu'il faut juste aujourd'hui trouver un bon équilibre entre engagement, passion, métier et l'énergie du sport qu'on peut mettre en avant, en l'occurrence dans ce projet. Donc effectivement, les gens vont se dire est-ce que ça vaut le coup? Et je pense qu'à travers ce documentaire-là, tout au long de l'année, à la fin, je pense qu'on sera plus vraiment dans ce sujet de il prend l'avion, mais juste en fait c'est incroyable et ouais, le sport c'est universel en fait. Comment tu as vécu les critiques personnellement? Ça m'a quand même énormément touché. En fait, ce qui m'a encore le plus touché, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai une équipe, j'ai des gens qui sont autour de moi et qui me soutiennent en disant Dorian, il fallait s'y attendre, en fait, c'est normal. Et quand tu as de la visibilité, que tu fais ce genre de projet, si tu veux pas être impacté, fais ça tout seul de ton côté et personne ne va rien te dire. Et c'est vrai que j'ai été impacté et ce qui m'a encore fait plus de mal, c'est de voir mes proches, ma mère, mes parents qui sont absolument loin de tout ça et qui se disent je comprends pas. Pourquoi, tu vois, même là, quand je t'en parle, en fait, c'est un sujet qui me touche parce que j'entends, je comprends, et c'est encore une fois, c'est important d'en parler, mais c'est pas ce que j'étais venu chercher, c'est pas ce que je voulais montrer. Donc oui, ça m'a touché, et par contre, quand derrière, je suis allé à Tokyo, que j'ai vécu les émotions que j'ai vécues au marathon de Tokyo, que j'ai vécu dans aucun autre marathon, notamment Paris, etc., et je me suis dit, en fait, je sais ce que je suis venu chercher, et je regrette pas pour ça. Et c'est important de rappeler que pour les gens qui veulent faire des marathons, il y en a plein en France aussi, il y a des dizaines de courses disponibles. Physiquement, t'es prêt? Tu te sens comment là pour ce défi? Je me sens quand même fatigué, impacté. J'ai jamais enchaîné des marathons comme ça. On dit souvent qu'après un marathon, en général, c'est deux par an parce que, encore une fois, c'est pas que le marathon, c'est la préparation, etc. Et j'ai été beaucoup impacté de la préparation et de mon record à Tokyo où j'ai vraiment tout donné. Derrière, les marathons, ils ont été difficiles à enchaîner. Là, je suis sur une période un petit peu plus creuse où il faut régénérer le corps et le mental. C'est super important. Et du coup, j'ai un gros bloc qui arrive en fin d'année et je l'appréhende. Mais encore une fois, vu que c'est des marathons et c'est une chance inouïe de pouvoir le faire, je suis prêt pour la suite. Un mot l'équipe sur le il a joué le jeu à fond parce qu'il aurait pu se dire aussi bon voilà, je fais les 7, je peux gérer, je les fais en 2,45 par exemple, tu vois, histoire d'être sûr de les finir. Là, tu y allais à fond, record sur le Japon, je trouve ça génial. Tu as bien décrit ton addiction à la performance. Ouais. Même avec ce projet, tu es dans la perf. Moi, je dis bravo déjà pour ces trois-là, puis on va suivre la suite de près. C'est quoi vos records, l'équipe sur un marathon, Charlotte? 2h56 à Paris. Joli. Fred? 2h38. 2h38 ouais. Et Hugo? Moi j'ai un autre entre 2h27 et 2h28, mais à Paris aussi. Hein. Ok. Des sacrés chronos dans tous les cas. Et du coup, j'avais une question. Quel est le record ultime que tu te donnes? En termes de chrono? Toi qui es passionné par la performance. Qu'est-ce que tu aimerais aller chercher? Tu veux dire dans la vie de tous les jours? En vrai, le moins de 30 minutes sur 10 km, je sais qu'il est là et
obligatoire. Je veux dire, je peux pas m'arrêter tant que j'aurais pas coché cette case-là. Il faut pas traîner pour aller le chercher. Ouais, celui-là, c'est parce ça. que d'année en année, ça devient de plus en plus dur. Il paraît. Mais j'y crois encore. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que déjà, un 2h18 au marathon, moi, il y a 15 ans, c'est des performances que j'aurais jamais pu penser faire. Et qu'à chaque fois, c'est comme tout, une fois qu'on a franchi ce palier-là, on se dit, est-ce que je peux pas encore aller un peu plus haut? Donc, j'ai pas forcément envie de me fixer de limite. Merci Dorian, je crois que le docteur Casca a fini son échauffement, donc je vais aller le rejoindre. C'est l'heure de l'interview tapis. Ça va docteur? Je suis en forme. Doucement. L'échauffement est terminé. La fréquence cardiaque monte doucement, les vaisseaux s'ouvrent. Parfait. Petite mousse. Bon, on va pouvoir commencer l'interview tapis. Dorian est à côté de moi. Je me suis dit que vous allez avoir besoin d'un coach pour vous encourager. Donc il est Il là. va finir les prendre à ma place. Je suis là pour vous. Il est là pour vous. Je vous rappelle le concept, docteur. Je vais vous poser des questions en lien avec le sujet du jour. Yes. Bonne réponse, ça bouge pas, on reste à 6 km/h, footing très tranquille. Ouais. Mauvaise réponse, ça monte. Je peux avoir des avis un peu atypiques sur l'opportunité des bonnes réponses ou pas? Ah non, là toi qui les imposes. là, c'est moi qui mène la danse, donc c'est soit une bonne, soit une mauvaise réponse. On va voir jusqu'où vous tenez. Vous êtes prêts? Yes. On est parti. Allez, première question. À 30 minutes près, combien de temps les Français consacrent à la pratique sportive chaque semaine, en moyenne? 1h30, ce serait beau. 4 heures. Sondage Ipsos 2024, le temps moyen consacré au sport a doublé entre 2015 et 2024. Et contrairement aux idées reçues, les seniors font plus de sport que la moyenne. Ça, c'est vrai. 5 heures par semaine en moyenne. Vous avez mal répondu, docteur. Je me vois contraint d'augmenter la vitesse. Stop, c'est bon. Oh, non. On va aller à 7 km/h. Allez, on continue. Pour l'instant, qu'est-ce que tu penses de la foulée? C'est pas mal. C'est assez aérien. Hein. Ah, c'est rien. Ouais. J'étais sprinter quand j'étais gamin. C'est pour ça. Allez, on continue. Le sport provoque la sécrétion d'endorphines. Yes. Pouvez-vous nous épeler ce mot en une fois et sans erreur? Bien sûr. E-N-D-O M-O-R-P-H-I-N-E. M-O-R? Non. M- Non, E-N-D-O-R-P-H-I-N-E. C'est ce que j'ai dit. Non, vous avez mis un M au milieu, Dorian était moi. Oui, totalement. Non, donc c'est une mauvaise réponse, ça monte à 8 km/h. Non, donc J'aurais pu l'écrire, hein. Alors, on Oui, commence mais à... Le principe, c'est sentir un manque de lucidité. Hein. Reprenez-vous, docteur. Je suis à 16 km quand même. Allez, on continue. Quel célèbre présentateur de journal télévisé est aussi marathonien? Oui. Gilles Boulot. Gilles Boulot, bonne réponse. Présentateur du 20h de TF1, plus de 10 marathons à son actif avec un record de 3h16 quand même, c'est pas mal. On continue? Yes. Vous avez déjà fait un marathon? Oui. Quel temps? 3h30. 3h30. Bah, pas mal, quoi. Dorian, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est à cause des mitochondries de ma mère, elle était pas très douée. Non, c'est une belle performance, 3h30. Ah ouais. Allez, on continue. On l'a dit, donc on va voir si vous avez été attentif. Quel est le record de Dorian sur 10 km? Ah. 36. Ne pas confondre avec 36. On l'avait pas dit. On l'a dit le lendemain, j'avais fait mon record, mais on l'a pas dit. On l'a pas dit que j'avais rebattu derrière. Si, on l'a dit. Ah oui. Eh oui, parce qu'il a été battu depuis. Eh oui. Non, c'est vrai, c'était un piège. Non, mais on lui accorde, on vous l'accorde. C'est Ouais, quand t'étais bourré. Ouais, mais Ouais, mais c'est c'était faire derrière. des- c'est combien le record? 34. 34 maintenant. 34, ok, bon, on vous l'accorde, quelle femme détient le record du nombre de victoires au championnat du monde Ironman? Elle est très connue dans le monde de l'Ironman, mais pas forcément connue du grand public. Elle s'appelle. Merde, elle a fait un coup de chaleur, elle est arrivée à la Hawaï. Elle a 8 victoires de 1986 à 1996. Record Vas-y. imbattu à ce jour. Donne-moi son prénom. Commence par un P. Paula Newby Fraser. Oui. Bonne réponse, docteur, mais il est bon. Allez, on continue. Combien y a-t-il de fumeurs en France à 1 million près? Ça descend, ça, c'est bien. Je dirais. 7. 12 millions en 2023, mais c'est vrai que ça Trop descend. optimiste. Allez, on monte à 9 km/h. Vous n'êtes pas fumeur, docteur? Parfait. On va pouvoir aller un peu plus haut après. Allez, L'interview dure 1 heure, hein. J'espère que vous êtes prêts. Pas de soucis. docteur, vous avez été médecin du PSG. Yes. Le club vient d'être sacré champion de France. Combien de titres de champion de France ont-ils décroché au total? En fait, moi, ma valeur, c'était la traumato du sport. Ouais, et donc je devais dissocier la performance de la santé. Donc ça veut dire que vous n'avez pas la réponse. Exactement. Langocha, 13 titres. On augmente puisque vous n'avez pas trouvé. On passe à 10 km/h. Ça va toujours? Bah, ça commence à Ça taquiner un peu commence pour à un vieux taquiner Dodge. un peu. Allez. Quel âge vous avez, docteur? 60 pile. 60 piles. Bonne condition physique, hein, Dorian. Très bien. Et je tiens à dire quand même qu'il y a 2% d'inclinaison, donc Ah ouais, c'est que- On peut baisser un peu. On va baisser un peu. Non, On va Si, mettre un 1. On continue.
En pratiquant quel sport risque-t-on le plus de se blesser? Le rugby, le trail ou le football? Oh, le foot. Non, c'est le rugby. Le foot, 12% des pratiquants se blessent. Ah ouais, mais moi je pensais le nombre absolu. Donc je le corrélais au nombre de pratiquants. Ah ouais, mais Tu me mets pas la vitesse. bon alors, je vais vous augmenter que de 0,5. Et tu m'as demandé un nombre. Je vous augmente que de Non, 0,5. 0,5, parce que effectivement, ça pouvait prêter à confusion. Entre Dorian et moi, qui est le plus jeune? Bah, c'est toi. Moi, je suis de 89. Ouais, moi aussi, je suis de 89. Toi, t'es c'est de bon, quelle date? alors, Non. Octobre. Le 2. Moi, le 7. Donc, c'est moi. Bonne réponse. Je suis du 7 octobre 1989, Dorian, et du 2 octobre 1989. Ça va toujours, docteur? Bah, ça couine un peu. Allez, on continue. Où auront lieu les Jeux Olympiques de 2032? De 2032. Ouais. Moscou. Brisbane, en Australie. Allez, on monte à 11 km/h. En tout cas, vous êtes beau dans l'effort et ça, c'est Pas mal, important. pas mal. Ça, c'est important. Pourquoi est connu Aurélien Sanchez? Oh, c'est un ultra trailer. C'est un ultra trailer. Ouais. Ah, oula, on est proche de l'abandon. Bientôt jaune. Je vous rappelle, docteur, que vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. C'est vrai? Oui, quand vous en pouvez plus. Ça marche. Essayez peut-être de répondre encore à cette question. Allez, Pourquoi c'est est connu Aurélien Sanchez? C'est effectivement un ultra trailer. Ah, mais je sais. C'est le seul à avoir gagné. Alors, c'est sa première participation. La course de foot autour de la prison, là. La Barclay. Oui, bravo docteur. Seul Français à avoir remporté et terminé la Barclay en 2023. La Barclay, c'est 210 km, 18 000 de dénivelé positif. Ça te tente ça, Dorian? Pas encore. Allez, on continue. Peut-être une dernière question. Peut-être Vas-y, à froid. Non. Alors non, je précise pour les gens qui nous écoutent en podcast qu'il s'est arrêté sur le côté. Allez-y, on tente une dernière, docteur. On tente une dernière. Vous êtes prêts? Ouais, vous avez pas arrêté Allez. la montre en plus. Combien d'Ironman sont organisés en France cette année? 12. 5. Bon, allez, bravo docteur, bravo. Vous êtes allé jusqu'à 11 km/h et franchement bravo parce que c'était pas facile. Avec une belle foulée. Senior. Dorian, un commentaire sur la performance du docteur Cascois? On dit la soquette légère et ça, c'est important. Allez, bravo, on peut aller se rasseoir les amis. Très fort. L'équipe, un mot sur la performance du docteur quand même. Moi, j'ai une vraie question, c'est le choix des chaussures. Le choix des chaussures, c'est Alors, très c'est quoi la minimaliste. chaussure? Mais je suis très minimaliste. J'ai chaussures minimalistes. plein de bobos en passant devant. Probablement parce que j'étais foutu pour ça. Et quand j'étais gamin, en fait, dans les centres équestres, je faisais le parcours des chevaux pour impressionner les filles. Donc je suis plutôt un impulsif et donc dès que tu me mets en endurance, waouh, je vais arrêter d'impressionner. Ah bon, c'est vrai, impulsif, on n'avait pas trop senti. Non, je dirais volubile, mais c'est ce qui est une qualité. Comme le cerveau, ça s'agite un peu. En tout cas, impressionnant, autant sur le physique que sur les bonnes réponses. Merci tous les deux d'être venus dans Safe Pace. C'était vraiment passionnant. On a appris plein de trucs. On en sait plus sur l'addiction au sport. Docteur Cascois, je signale votre livre. Le sport est-il bon pour la santé? Aux éditions Odile Jacob. J'imagine que ça permet de prolonger un peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui On est dans l'esprit. dans toutes les bonnes librairies. Et Dorian Louvet, du coup, on te suit sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. pour suivre ton aventure Miles of Discovery. Il y a un docu qui sortira en fin d'année. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans Safe Pace. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est né entre vous, Dorian et Docteur Cascois. Il y a un duo qui est né. Déjà, on échappe les gobelets. Voilà, il y a une forme de fusion, d'amour presque qui est née. Donc peut-être d'autres projets à imaginer à l'avenir. Une belle rencontre. Merci à vous. Merci l'équipe. Et moi, je vous dis à très bientôt, à très vite dans un nouvel épisode de Safe Pace. Ciao, ciao!